Urgence 911. Pour la numéro 11, pour le téléphone, on a un véhicule en assistance d'urgence. Vite, madame, s'il vous plaît, envoyez-moi la police. OK, 14, merci. Je suis pas loin de là. J'ai-tu un véhicule en assistance? Pompiers, ambulance en direction. En situation d'urgence, on compose le 911 et on nous envoie les intervenants requis, policiers, ambulanciers, pompiers. C'est la face visible du 911. Mais il y a aussi une face cachée au 911, les préposés qui répondent aux appels. Un des objectifs de la recherche en santé et en sécurité du travail est de révéler ce qui n'est pas apparent et d'élaborer avec les milieux concernés des pistes d'action visant à prévenir les problèmes de santé. OK, donnez-moi l'adresse où vous êtes présentement. Madame, répondez à mes questions, OK? Oui, on est en route, madame. Dans le fond, on voit les choses à la télé, mais on dirait qu'on pense l'intervention policière, ambulancière, pompier, mais on dirait qu'on pense pas avant qu'il y a eu un appel puis qu'il y a quelqu'un qui a répondu à cet appel-là. On vit beaucoup dans l'ombre, mais j'ai vraiment l'impression que les gens non seulement ne comprennent pas ce qu'on vit, mais ne savent tout simplement pas, par moment même, qu'on existe. Mais on est quand même le premier maillon d'une chaîne d'intervention. Au Québec, il y a plus de 30 centres d'appel d'urgence 911. Quelques 900 préposés répondent aux appels et les acheminent aux intervenants requis. Le service 911 gère plus de 4 millions d'appels chaque année. L'appel d'un citoyen déclenche tout un processus d'intervention sur les lieux de l'événement selon la priorité de l'urgence. Lors de la prise d'appel, le préposé remplit une carte d'appel dans laquelle il consigne les informations requises pour l'intervention. Pour les urgences concernant la santé, l'appel du citoyen est transféré directement à un centre de communication santé. La répartition qui concerne la police et les pompiers s'effectue en transmettant la carte d'appel aux intervenants. Les tâches d'un préposé sont très diversifiées. Encore là, ça varie d'un centre 911 à l'autre, mais chez nous, à la Ville de Québec, les tâches vont de la prise d'appel, l'analyse de l'appel. Ensuite de ça, il y a des tâches de répartition pour tout ce qui est intervention police, des tâches de répartition pour tout ce qui est intervention incendie, et on a aussi chez nous des tâches de répartition pour ce qui est d'intervention dans le domaine des travaux publics. Les qualités pour un bon répartiteur, je dirais de l'écoute, de l'empathie, également du jugement, une bonne capacité de synthèse. Il faut comprendre vite qu'est-ce que les gens ont besoin. On n'a pas le temps, ça va vite le 911, l'urgence, ça va vite, les minutes sont importantes, les secondes sont importantes, donc c'est pas après 3 minutes. Ah, je pense que ça serait une ambulance. Ça prend comme grande qualité une certaine faculté d'adaptation. C'est-à-dire que la personne doit être capable de faire plusieurs choses en même temps avec rigueur. Ça prend quelqu'un qui est extrêmement calme, quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, un sens de l'analyse, un sens du... Essayer de prévoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer, essayer de prévoir qu'est-ce que les policiers vont avoir de besoin. Ça prend aussi... Ça prend de l'intuition, là, quelque part aussi. Quand on a des appels, à un moment donné, on le sent quelque part que quoi qui ne marche pas. Il ne faut pas prendre tout pour acquis. Il faut aller chercher l'information. Lorsqu'on est en processus d'embauche, parmi les critères de sélection, il y a bien entendu la formation académique, mais il y a surtout les qualités personnelles et interpersonnelles qu'on cherche. On a besoin de gens qui ont du leadership. On a besoin de gens qui sont capables d'empathie, on a besoin de gens qui sont capables de réagir rapidement, prioriser des décisions de façon assez rapide. Le téléphone, c'est une boîte à surprise. On ne sait jamais ce qui va sortir de là. Donc, on peut avoir un appel pour une compagnie d'alarme qui nous appelle pour donner une alarme résidentielle qui est très robotique. Donc, on raccroche. Mais l'appel suivant, par exemple, c'est quelqu'un qui est en train de vivre un vol qualifié. Il faut être prêt à faire face au pire à tous les jours. En plus des qualités personnelles requises, les préposés doivent suivre une formation. Le monde du 911, c'est pas un petit téléphone sur le coin d'un bureau. Il y a des systèmes informatiques, puis il y a des protocoles informatiques. Outre le programme de formation existant au niveau collégial, tous les centres d'appel d'urgence offrent une formation à leurs nouveaux préposés. Cette formation porte notamment sur l'opération des différents systèmes informatiques qui aident les préposés à améliorer l'efficacité des interventions. Ce qui a évolué beaucoup, c'est vraiment l'informatique qui est venue donner un méchant coup de main. Ça, c'est vrai.
Mais c'est devenu aussi, je vous dirais, quasiment stressant à la longue parce que l'informatique nous force à aller chercher, à fouiller à gauche et à droite, et là, on devient comme multifonctionnel, là, si on veut. Là. On a 3-4 applications ouvertes en même temps, pour pas dire 14. Là. La technologie n'est qu'un élément de la complexité du travail du préposé, comme l'explique Georges Toulouse, chercheur à l'IRSST. Mais ce qu'on constate, c'est que les préposés, ils ont aussi un besoin de formation sur la communication avec les autres, la communication avec les personnes, la prise de décision. Et ça, si vous voulez, il y a cet apprentissage-là se fait surtout par la pratique du métier. Une des manières que les préposés vont communiquer les éléments de formation avec les nouveaux, c'est entre autres de raconter des situations qu'ils ont déjà vécues. Donc, le nouveau répartiteur ou la nouvelle répartitrice qui arrive en formation va écouter et entendre les histoires que les autres répartiteurs vont lui raconter et vont se raconter entre eux. C'est un métier qui se développe en grande partie. C'est un métier qu'on appelle les savoir-faire expérientiels, qui va se développer au fil des années dans la relation directe avec les appels. La communication entre le préposé et l'appelant est l'élément central de la réponse adéquate à un appel d'urgence. C'est-à-dire recevoir l'appel, être en ligne avec l'appelant et être capable de systématiser ce que l'appelant lui dit en contrôlant le besoin, ou pas nécessairement le besoin, mais en contrôlant la conversation qu'il y a avec l'appelant, puis tout ça en notant les points les plus importants dans la carte d'appel, de manière à en faire un résumé intelligible pour que cette information-là soit communiquée aux intervenants d'urgence, les policiers, les pompiers ou les ambulanciers. Centrale pour le 111. 111 à l'écoute. Oui, pour voir, nos 451 Clos Jutras, Saint-Nicolas. Un accident avec blessé. Collision frontale, 2 véhicules impliqués. Oui, la description des véhicules, s'il vous plaît. Puis l'ambulance est en direction. Oui, l'ambulance est avisée en direction. Pour les véhicules, on n'a pas l'info présentement, monsieur. On doit poser des bonnes questions, dans le bon ordre. Et on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que ce soit retracer l'appel de cette personne-là. Si on n'est pas capable de la localiser instantanément, on doit d'abord savoir ce qui se passe. Il faut savoir elle est où cette personne-là. Il faut savoir c'est quoi la situation. Madame? Oui, madame? Madame? Oui, vous êtes à quelle adresse? Sur la rue de Compostelle? Oui, je comprends. Madame, je comprends pas ce que vous me dites. Ça me prend une adresse. Alors là, il faut insister. Il faut même des fois brasser un petit peu. Okay. Il y a des gens qui ne savent carrément pas où ils sont non plus. Fait que là, il faut les aider à s'auto-placer quelque part dans la ville pour nous aider. Oui, madame, ça s'attendra pas. Les policiers sont en direction, là. Vous me dites qu'au niveau de la cave, ils possèdent des armes à feu? Le préposé, lui, va poser des questions et les appelants qui ne sont pas au courant vont des fois s'énerver parce qu'ils pensent que le préposé prend trop de temps et ne raccroche pas. Alors que le préposé, lui, déjà, il envoie les secours rapidement et il pose des questions pour évidemment avoir des informations qui vont orienter, qui vont préparer les intervenants sur le terrain à agir le plus rapidement possible. C'est pas toujours facile, effectivement, d'obtenir les renseignements venant des personnes par le fait que, sous la panique, les gens, il y en a qui déconnectent, qui décrochent. En plus, les oreilles des policiers, des pompiers, d'aller d'être curieux, d'essayer de leur mettre une image sur l'appel sur lequel ils s'en vont. Être préposé au 911, c'est un travail d'équipe à multiples facettes. D'abord entre les préposés eux-mêmes, qui s'entraident afin de répondre rapidement aux appels. Mais c'est aussi un travail d'équipe avec les autres intervenants d'urgence, les policiers surtout, que les préposés apprennent à mieux connaître afin de les soutenir efficacement. Le travail, c'est un travail d'équipe. Même si c'est moi qui réponds à l'appel, les autres font des recherches pareilles, puis ils consignent à la carte. Alors, le policier, dans son véhicule, lui, quand ça y apparaît, il sait où il s'en va, puis il sait à qui il a affaire. Quand on travaille, d'avoir des oreilles partout, puis écouter ce que nos collègues, puis essayer d'aller en avant des demandes,
Dire veux-tu t'appeler l'ambulance, veux-tu t'appeler la police pour tel appel? Ça demande beaucoup d'intelligence, beaucoup de sensibilité, mais aussi une sensibilité dans la relation à l'autre. Être capable d'écouter, d'entendre les personnes qui appellent, mais aussi être capable d'être à l'écoute de ses collègues pour voir est-ce que, à partir de quand j'offre un soutien, il faut donc avoir une double oreille, celle auprès des personnes qui appellent, mais aussi toujours auprès de ses collègues. On travaille pas pour la police, les répartiteurs, on travaille avec eux autres. Quand ils courent après quelqu'un qui sont en poursuite, on graphine nous autres aussi. Et quand on entend contrôler, menotter, on est super contents. Ils font un travail extraordinaire dehors. Je ne ferais pas l'heure, là. C'est loin de là. Mais on travaille avec eux autres. Être préposé, c'est aussi un travail très particulier sur le plan physique. C'est ce qu'a confirmé une première étude financée par l'IRSST. Elle a révélé un taux élevé de douleurs musculo-squelettiques et de détresse psychologique. Le travail de préposé au 911, c'est aussi physique. Il n'y a pas une personne faite pareil. Il y en a qui... Le stress, c'est beaucoup dans le dos. Il y a des gens qui c'est beaucoup le stress au niveau des épaules. Si je prends comme exemple, si moi j'ai un appel stressant, je vais avoir tendance à me raidir. Alors moi, c'est plus le cou, les trapèzes qui vont en prendre un coup. C'est sûr qu'être assis 12 heures, au niveau des épaules, des bras, le dos, ça finit même pour... toujours être assis, c'est quand même ankylosant. À la suite de cette première étude complétée en 2006, le renouvellement du mobilier a permis à plusieurs centres de se doter de postes réglables permettant aux préposés de travailler assis ou debout. Maintenant, on est rendu avec des postes de travail qui sont beaucoup plus ergonomiques. Et on a des meilleurs supports, on peut ajuster les hauteurs, ce qu'on n'avait pas avant. Les tablettes sont ajustables, les claviers peuvent se bouger. Mon téléphone, là, je peux le déplacer si je veux. Comme il y a beaucoup d'équipements, on ne peut pas les rapprocher tous, donc les personnes, ils doivent, si vous voulez, travailler avec des équipements plus éloignés, donc ce qui crée des contraintes posturales. Les douleurs musculo-squelettiques ne résultent pas uniquement des contraintes physiques du travail, mais également des contraintes psychologiques. Les résultats d'une deuxième étude publiée en 2011 ont mis en évidence l'intensité des émotions négatives ressenties par les préposés. C'est ce qu'explique Louise Saint-Arnaud, chercheur à l'Université Laval. C'est un métier très exigeant au niveau émotionnel. C'est un métier qui demande... En fait, il faut le faire, être en contact tous les jours avec des citoyens qui sont en situation de détresse, faire face à la peur des gens, avoir à répondre aux demandes qui sont faites. Madame, vous êtes à quelle adresse? Alors, c'est vraiment un travail qui, seconde à seconde, qui est particulièrement exigeant. Les types d'appels que j'ai le plus de difficultés à travailler, à maîtriser, c'est quand je suis pas capable d'aller chercher l'information que j'ai besoin. C'est que l'appelant crie ou la personne n'est pas capable de parler. Vite, madame, s'il vous plaît, envoyez-moi la police. Vous voulez la police à quelle adresse, madame? Je suis chez nous. Oui, chez vous, madame, c'est à quelle adresse? Il faut essayer de les ramener, il faut essayer de leur parler calmement, c'est de les calmer pour obtenir l'information. Si on est capable, tant mieux, ça va très bien, mais par contre, certaines circonstances, même avec les plus beaux efforts du monde, on n'y arrivera pas. Donc, la responsabilité, c'est de saisir les informations et en arrière de tout ça, c'est d'être capable de décoder ce qu'on appelle les drapeaux rouges. Donc, ça prend 1 an et demi pour cerner à peu près le contour du terrain émotionnel. Alors, on peut voir qu'après 1 an et demi, il y a une expérience un peu d'accalmie. Les 911 restent. Ça prend 1 an et demi avant de prendre une certaine assurance. Mais après cette année et demie-là, on peut compter 3, 4, 5 ans pour vraiment augmenter le répertoire émotionnel, pour faire en sorte qu'on arrive à chaque appel à avoir une expérience émotionnelle qui est déjà encodée. Présentement, vous êtes en sécurité. Votre chambre, elle est à quel étage chez vous? Elle est à l'étage, au fond. Au premier étage, au rez-de-chaussée, deuxième étage? Au premier. Au premier étage. Est-ce que vous avez barré la porte? Donc, la personne qui appelle peut dire « oui, ça va bien », mais par le ton de la voix, par la manière d'hésiter un peu en répondant à certaines questions, le préposé peut aller chercher des informations supplémentaires qui vont, par exemple, faire sortir le point que la personne est victime de violences conjugales. Et elle n'ose pas parler parce que son conjoint ou sa conjointe est à côté d'elle. On ressent. On décode pas, on ressent. Un thème de voix, un long silence. Il faut le faire prendre un appel
essayer de comprendre qu'est-ce qui est demandé. Il y a tout un travail de réinterprétation, d'aider la personne à formuler ce qu'elle demande. Alors, il y a un travail de questionnement qui est fait. De par son rôle d'intermédiaire entre le citoyen et les intervenants des services d'urgence, le préposé doit être constamment en état d'alerte, prêt à agir. En un instant, il peut passer d'un état relativement passif à un état de mobilisation intense, où l'adrénaline est à son maximum. Les recherches de l'IRSST ont notamment permis de constater que le rythme cardiaque des préposés 911 ne variait pas tant que ça durant un quart de travail. Puis ce que ça laisse supposer, c'est que le répartiteur ou la répartitrice qui arrive à son quart de travail est déjà préparé à faire face à un appel qui pourrait être particulièrement dérangeant. La collaboration d'une équipe de chercheurs de l'Université du Québec à Montréal a permis de mesurer la perte de variabilité du rythme cardiaque des préposés. Chez une personne en bonne santé cardiaque, non soumise à un stress important, le cœur bat naturellement à un rythme irrégulier. La perte de variabilité constatée chez les préposés du 911 constitue un indice de stress, ou plus précisément, de mobilisation de l'organisme face à de fortes contraintes. Et cette perte de variabilité cardiaque, dès qu'on arrête, ils arrêtent le travail, puisqu'on a mesuré sur 24 heures l'électrocardiogramme, elle redevient normale. Les préposés répondent à toutes sortes d'appels. Un grand nombre n'a rien d'urgent, mais à l'opposé, certains appels ont une telle intensité dramatique qu'ils peuvent toucher et interpeller les préposés de manière très personnelle. Les chercheurs ont analysé la charge émotionnelle que subissent les préposés. C'est sûr qu'il y a des événements qui vont aller chercher certains préposés de façon différente et de façon plus marquée que d'autres préposés. Je peux présumer qu'une jeune mère de famille ou un jeune père de famille va réagir plus violemment, de façon plus forte, si l'événement qui se passe, dont il prend connaissance au téléphone, implique des jeunes enfants, par exemple. J'ai vu des gens craquer, des collègues, moi la première. Des situations qui viennent nous chercher un peu plus ou des situations où on se sent plus concerné. J'ai eu des situations, entre autres, où la personne qui m'appelait, c'était un garçon de mon âge. Et il pensait au suicide. Moi, j'ai vécu un cas où le fils a découvert ses parents décédés, là, un drame conjugal, et au moment de décrocher l'appel, tout ce que j'ai entendu, c'est un cri, là, le cri primal. Il ne faisait que hurler au téléphone. Il faisait juste hurler. Donc on demandait « J'ai besoin d'aide, la police, l'ambulance, tout. » Pourquoi? Éventuellement, il finit par dire en deux cris « Ils sont morts. » Mais quand on décroche et on tombe là-dessus, ça saisit un petit peu. Il faut être prêt à faire face à la musique et c'est pas toujours plaisant. J'ai déjà eu un appel d'une dame qui disait que son fils était embarricadé dans sa chambre, qu'il avait un fusil 1-12, puis qu'il voulait se suicider. Et pendant l'appel, il s'est tiré. Alors, c'est sûr que... La dame a appelé le 911, mais elle ne pouvait pas nous parler. Son conjoint l'en empêchait, puis après quelques minutes, j'en suis venue à la conclusion que la dame avait une lacération à la gorge, faite par son conjoint. Donc, elle n'était pas en mesure de me parler nécessairement, donc il fallait que parce que je pouvais entendre de la scène, il fallait que j'en tire certaines conclusions. Puis quand j'ai été capable finalement de parler à la dame, elle avait été blessée gravement par son conjoint. Puis tout ce qu'elle était capable de me dire, c'est « laisse-moi pas mourir ». Ils arrivent vraiment à faire un travail extraordinaire, mais il y a toujours un reste. Il y a un prix à payer. Et sur 15 ans, 20 ans, c'est un métier qui laisse des traces. En fait, je vis bien avec ça dans le sens où quand je dis j'en fais encore des cauchemars, c'est pas toutes les nuits, là. Un seul appel, si vous voulez, peut affecter fortement le personnel parce qu'il y a des enjeux, il y a des vies qui sont en jeu. Il y a donc, si vous voulez, le préposé peut se retrouver affecté par un seul appel dans la journée. Cet appel va revenir toujours dans sa tête, si vous voulez. Il va y avoir une pensée intrusive, là. Elle va dire « qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour faire mieux ?» Et elle va toujours se poser des questions. Et cet appel-là va rester. Pour surmonter les situations plus difficiles,
tous les préposés peuvent recourir à des services professionnels, notamment les programmes d'aide aux employés. Mais les chercheurs qui les ont observés sur le terrain ont constaté que les préposés développent leur propre stratégie de défense. Lorsque les répartiteurs rencontrent des situations particulièrement difficiles, le premier nettoyage, je dirais, d'émotions et de sentiments suite à cet événement-là a lieu sur le plateau de la centrale 911 lui-même. Parce que les gens vont parler de ça entre eux. Après avoir vécu un événement difficile, ils vont raconter, ils vont utiliser le récit, revisiter, revoir, raconter à l'autre ce qu'ils ont vécu. Ça leur permet de redérouler émotivement, de liquider affectivement une partie de la tension qu'ils ont vécue. Donc, on voit que c'est tout un travail qui est fait entre deux appels pour décharger cette charge émotionnelle. Ils se connaissent les uns les autres et par l'humour, ils vont se soutenir. Ils vont arriver à trouver la petite blague qui va permettre à aider son collègue qu'on vient de voir pris dans un appel difficile à traverser ce que parfois qui est difficile à entendre, ce qui est difficile à redire, ce qui est innommable. Et c'est vraiment à partir d'un travail en collaboration, un travail d'entraide, un travail de soutien où est-ce qu'on va voir peu à peu, au quotidien, le développement d'une expertise, de savoir-faire. Le plus valorisant et gratifiant dans mon travail, c'est de sentir que j'ai fait une différence. Même si un petit peu plus tôt on parlait que c'est pas reconnu, moi je le sais, j'ai fait une différence. Quand quelqu'un te dit merci, tu te dis, mon Dieu, j'ai aidé quelqu'un, j'ai le sentiment d'avoir aidé quelqu'un, d'avoir changé peut-être même la vie de quelqu'un. C'est vraiment, c'est gratifiant, c'est valorisant. C'est des sentinelles qui veillent pendant que nous, les citoyens, on dort. C'est des gens ce sont les premiers répondants d'une situation d'urgence. Donc, on a aussi, en fait, moi, je dors tranquille une bonne partie de la nuit parce que j'ai des personnes qui veillent au bout de la ligne. Urgence 911,